Vous avez peut-être pu le constater dans ma première analyse d'opening, j'apprécie énormément la série des Monogatari écrite par Nishiyoshin. À cela, plusieurs raisons, mais je dirais que c'est principalement grâce à sa profondeur d'écriture de ses personnages, couplée à sa façon de les inclure dans des thèmes bien précis. Bien sûr, ce que j'aime dans son écriture ne s'y résume pas qu'à ça, mais c'était juste pour vous dire que j'aime beaucoup le travail de l'auteur. Vous vous en doutez, j'ai un jour souhaité m'intéresser aux autres œuvres sur lesquelles il avait travaillé. Avec une recherche minutieuse sur Wikipédia, je suis tombé sur un manga dont il était le scénariste, Medaka Box. Les avis m'avaient l'air un peu mitigés, mais j'étais quand même curieux de voir ce que ça donnait, donc j'ai regardé les 2 premières saisons de l'adaptation animée. Pour la première, comme pour la deuxième, j'appréciais le visionnage. C'était sympathique, mais je pouvais comprendre pourquoi certaines personnes n'accrochaient pas. Ironiquement, le seul gros défaut que je lui ai trouvé est similaire à celui que je déplore dans les Monogatari, le fanservice. Mais bon, en dehors de ça, j'ai assez accroché pour vouloir regarder la suite en manga, et plot twist, j'ai eu raison de le faire. Même si l'intrigue tire un peu trop en longueur à certains moments, j'ai été étonné de la qualité du titre. Bien évidemment, j'apprécie bien plus les Monogatari. Cependant, que ce soit dans l'écriture de certains personnages, dans les thèmes abordés, ou même dans la technicité des combats, j'ai pu retrouver cette intelligence et cette créativité que possède l'auteur. En regardant un peu les critiques sur l'œuvre, j'ai compris que ceux ayant mis une note mitigée étaient en fait ceux n'ayant vu que l'animé. Ceux ayant lu le manga sont globalement d'accord pour dire que c'est un excellent titre, donc ne jugez jamais une œuvre à sa note, ça peut être trompeur. Enfin bref, je l'ai mentionné juste avant, l'écriture de certains personnages est d'une intelligence et d'une profondeur qu'on pourrait sous-estimer. C'est donc tout naturellement que le fin analyste que je suis ait eu envie d'analyser ces 10 personnages. Blague à part, je ne prétends pas pouvoir comprendre l'intégralité du message derrière Medaka Box. C'est pour ça que je préfère avant de commencer vous préciser que c'est une analyse personnelle. Je ne prétends en aucun cas de tenir une quelconque vérité concernant le personnage. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce nouveau format se nomme l'analyse subjective. Si vous voulez savoir pourquoi je commence par Medaka, c'est tout simplement parce que j'avais envie de commencer par elle. Et je parlerai aussi des autres personnages de l'œuvre un jour, pas d'inquiétude. Contrairement à la vidéo sur Nobunobu, je ne vais pas parler de l'intégralité des apparitions de Medaka. Ce serait beaucoup trop long, en plus d'être inintéressant. À travers cette vidéo, je vais tenter du mieux que je peux d'analyser ce qu'a raconté le personnage pour mieux le comprendre. La question principale que je me poserai tout au long de cette analyse sera donc la suivante. Qu'essaye de nous faire passer comme message le personnage de Kurokami Medaka? Installez-vous confortablement et commençons. Partie 1. L'enfance de Medaka, un peu de contexte. Medaka est la fille de Hado Tsurubami et de Kurokami Kajiki. Elle hérita de sa mère ses idéaux et de son père un amour débordant. Dès son plus jeune âge, en raison de ses capacités anormales, elle a rapidement dépassé les adultes dans tous les domaines. Alors que sa croissance était initialement considérée comme fascinante, de nombreux professeurs ont pris leur retraite après avoir vu leurs efforts de toute une vie facilement dépassés par une petite fille, et ont la place progressivement commencé à la considérer comme gênante. Pour étudier ses capacités hors du commun, elle a été envoyée à ses 2 ans à l'hôpital Hakoniwa, un bâtiment qui étudiait les enfants normaux. C'est ici qu'elle rencontra pour la première fois Kumagawa. Alors qu'elle se demandait pourquoi elle était venue au monde, celui-ci lui expliqua froidement que les gens naissaient sans raison et qu'il n'y avait aucun intérêt à vivre. Ces paroles marqueront profondément celle-ci, qui perdra à partir de ce moment-là tout intérêt pour le monde. Lassée par ses interminables examens médicaux, elle finira par s'échapper en se réfugiant dans la garderie de l'hôpital. Elle y fera alors la rencontre de Hitoyoshi Zenkichi. Afin de faire connaissance avec lui, Medaka résoudra tous les puzzles de la pièce, provoquant l'admiration de ce dernier. Influencée par les propos de Kumagawa, celle-ci repoussera cette admiration en disant que ça ne lui servait à rien d'être génial, étant donné que vivre n'avait aucun sens. Ce que Zenkichi réfutera en disant que les choses n'ayant aucun sens n'existaient pas. Medaka lui demandera alors pour quelle raison elle était née. Constatant qu'elle l'avait rendu heureux dès leur première rencontre en résolvant tous les puzzles, il lui répondit qu'elle était sûrement née pour rendre les gens autour d'elle heureux. Medaka prit ces mots très à cœur, et les deux deviendront à partir de ce moment-là inséparables. C'est avec cette rencontre que Medaka fut sauvée, mais ce fut aussi le point de départ de ce qui la fera devenir un monstre. Rien qu'avec cette introduction, nous avons déjà une bonne base pour essayer de comprendre ce que nous raconte le personnage. Le premier point qui me semble important à aborder, c'est l'impact que possède Medaka sur son entourage. À peine âgée d'1 an, elle résolvait déjà facilement des problèmes considérés comme insolubles par des grands scientifiques. Alors qu'on pourrait croire que c'était une aubaine pour eux, ce n'était en fait pas du tout le cas. Mais pourquoi ça? Imaginez-vous, vous consacrez votre vie à tenter de résoudre quelque chose, pour qu'au final, une petite fille le fasse instantanément à votre place. Tous les efforts et les sacrifices que vous avez faits pendant des années n'ont en fait servi à rien. Suite à cet exemple, on pourrait se poser une question. Entre le résultat et le chemin pour y parvenir, quel est le plus important? Dans son cas, Medaka n'a pas besoin de faire d'efforts pour parvenir à des résultats, ce qui en résulte par le fait qu'elle n'en tire aucune satisfaction, au contraire des scientifiques, qui eux, vouent leur vie à l'accomplissement de leur objectif. C'est pour cette raison qu'il fut la solution facile que pourrait procurer Medaka, parce qu'ils ne peuvent pas être satisfaits s'ils ne résolvent pas eux-mêmes le problème. À travers la jeunesse de ce personnage, on nous fait comprendre que le résultat a beau être important, c'est les efforts qu'on fait pour y parvenir qui le sont le plus. Il ne faut cependant pas jeter la pierre à Medaka. Si elle a résolu les problèmes de certains scientifiques, c'est parce qu'on lui avait demandé de le faire.
Cette phrase en particulier semble indiquer que les gens voulant faire sa connaissance voulaient en fait seulement profiter de ses capacités. Cette petite information a beau sembler anodine, elle est révélatrice de la façon dont regardait Medaka, pas comme une enfant, mais comme une anomalie. Elle n'avait peut-être pas besoin de faire d'efforts pour résoudre des problèmes scientifiques, mais ce n'est pas pour autant qu'elle possédait une réponse à tout. Pourquoi sommes-nous nés? Quel est le sens de notre vie? Ces questionnements ne sont pas réservés qu'à celle-ci, ce sont des questionnements existentiels de l'humanité. Ce qui est intéressant, c'est de constater que celui qui lui a prodigué une réponse ne prenait pas trop au sérieux tout ça. La réponse de Zenkichi possède pour Medaka une grande valeur. Comme le disait Molière, les choses n'ont que la valeur que nous leur attribuons. C'est parce qu'elle avait besoin d'une raison de vivre que la réponse de Zenkichi possède une telle importance. Cette réponse est quelque peu similaire à ce que pourrait par exemple proposer une religion. Oh bon, ouais, calmez-vous, hein, laissez-moi m'expliquer là. Quel est selon vous l'un des objectifs des religions? Pour moi, l'un de ces objectifs est de suggérer à ceux ayant des questionnements existentiels une raison et des réponses. Au fond, que ce soit la vérité ou non n'est pas très important. Cela permet juste à celui qui y croit d'éviter de penser à une triste réalité, c'est tout à fait humain. Dans le cas de Medaka, la réponse que Zenkichi lui a donnée fonctionne de la même façon. Sa croyance lui permet de lui donner une raison de vivre. À la limite, la seule différence qu'on pourrait trouver entre la réponse de Zenkichi et les religions, c'est que la croyance de Medaka ne tient qu'à elle, alors que les personnes adhérentes à une religion pensent que si beaucoup de monde adhère à une croyance, sa crédibilité sera renforcée, le fameux sophisme du ad populum. Que ce soit vrai ou non, Medaka possède maintenant grâce à Zenkichi une raison de vivre. C'est avec cette volonté d'aider son prochain qu'elle va nous être introduite pour la première fois dans l'œuvre, ce qui va nous amener à la prochaine partie. Partie 2. Comment Medaka va-t-elle réaliser son objectif? Brève analyse de son comportement ainsi que de sa relation aux autres. Après avoir été élue à 98% des voix par les étudiants pour devenir la nouvelle présidente du lycée Hakoniwa, Medaka mettra en place, pour réaliser son objectif, une boîte à demande afin d'aider ceux qui le désirent, la Medaka Box. Afin de régler les différents problèmes des gens, elle fera des efforts pour mettre ceux étant à l'origine du problème au même niveau qu'elle. Elle n'a cependant pas l'air d'avoir conscience que celle-ci est bien meilleure que les autres. Tout ce qui semble normal pour elle doit forcément l'être pour tout le monde. Cette conviction de ne pas être spéciale est née très peu de temps après sa première rencontre avec Zenkichi. Pour faire court, Medaka était tellement amoureuse de lui pour l'avoir sauvé qu'elle lui avait immédiatement demandé de l'épouser, ce qu'il avait refusé tout aussi rapidement. Zenkichi était la première personne à refuser quoi que ce soit à Medaka, c'est pour cette raison qu'elle pensait qu'il était spécial. Après avoir joué avec elle pendant une demi-journée, Zenkichi tomba rapidement malade à cause de l'épuisement. Elle comprit à ce moment-là qu'il était en fait tout à fait normal. Depuis lors, Medaka croit qu'il n'existe en ce monde personne de spécial. C'est avec cet état d'esprit qu'elle cherchera à régler les problèmes des gens. Pour résumer, sa première façon de faire est la suivante. Étant donné que selon elle, personne n'est spécial, tout le monde peut régler ses problèmes en se rehaussant au même niveau qu'elle. De cette conviction naît cependant un autre problème. De par sa mentalité et la façon dont elle traite les gens, elle ne comprend pas ce que peuvent ressentir ceux qui essayent mais qui ne réussissent pas, et à quel point cela peut être déprimant. Pour elle, ceux qui font des efforts doivent forcément être récompensés. C'est d'ailleurs pour cette raison que le parallèle entre elle et Kumagawa est intéressant. Alors que ce dernier échoue systématiquement dans tout ce qu'il entreprend, Medaka, elle, réussit absolument tout. Salut! Une large majorité des lecteurs préfèrent justement Kumagawa de par son imperfection. On se reconnaît plus dans quelqu'un qui échoue mais qui continue à persévérer qu'en une personne qui réussit tout ce qu'elle entreprend. Quelqu'un de parfait qui n'a aucun défaut comme Medaka n'existe tout simplement pas. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas s'assimiler à elle. La perfection qu'elle incarne est l'une des principales raisons qui font qu'on la compare à un monstre, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans une autre partie. Avant ça, continuons à décrire comment elle agit. Nous l'avions dit, Medaka hérita de son père un amour débordant. De ce fait, elle n'aime pas seulement son entourage, mais bien l'humanité tout entière. Dès le début, on nous fait comprendre que celle-ci ne peut pas haïr les gens et qu'elle sait leur faire confiance. Le problème étant que sa grande affection envers les humains la pousse à ne pas mettre en doute leurs paroles. Même si elle se fait tromper, elle continuera toujours à croire en ceux qu'elle aime. Elle pense que tout le monde a du bon en soi. C'est pour cette raison qu'elle est toujours prête à rendre heureux même la pire des ordures. Quand une personne normale abandonnerait, la façon de faire de Medaka la pousse à tenter l'impossible, à résister à l'irrésistible, à supporter l'insupportable. Je pense que vous l'aurez deviné, cette façon qu'elle a d'aider les autres peut s'assimiler à une figure divine. Si ça ne la concerne qu'elle, Medaka est capable d'accepter les méfaits à son égard. Étant donné qu'elle pense que tout le monde a du bon en soi, elle continuera à pardonner et essayer d'aider même ceux qui la trompent. Alors qu'on pourrait l'assimiler à une déesse quand il s'agit d'aider ses amis, elle est tout de même capable de se transformer en démon afin de les protéger. Ce qui rejoint une nouvelle fois le point de la figure divine, mais cette fois dans un autre registre. Pour résumer, le deuxième point qui caractérise Medaka est sa grande affection pour l'humanité. Elle souhaite rendre heureux et faire confiance à tout le monde, et ce, peu importe si on veut lui nuire. Même si on la considère souvent comme un être supérieur, rassurez-vous, Medaka possède quand même un aspect humain. On peut le constater à plusieurs reprises, elle est capable d'être jalouse et possède même parfois un côté stupide. Cependant, le point le plus intéressant à aborder
c'est son ignorance la plus totale sur des choses pourtant banales. Alors qu'on pourrait croire qu'elle connaît tout sur tout de par ses capacités cognitives hors du commun, son caractère exceptionnel l'a en fait éloignée de tout ça. Étant donné que tout le monde la considère comme une sainte, personne n'a osé lui montrer des choses pourtant simples, qui paraissent pourtant évidentes pour un humain normal. C'est pour cette raison qu'elle ignore par exemple ce qu'est le baseball, un parc d'attractions ou encore la maternelle. Cette information est révélatrice d'un problème bien plus profond qu'il n'y paraît, mais j'y reviendrai aussi un peu plus tard dans la vidéo. Nous pouvons constater que peu importe les difficultés auxquelles elle doit faire face, Medaka continue comme à son habitude à vouloir aider les autres. C'est selon elle son bonheur, ce qui va nous amener à la prochaine partie. Partie 3. Le problème de son objectif. Ma question qui va pouvoir paraître simplette aux premiers abords est la suivante. Qu'est-ce que le bonheur ? Selon une étude que je vous mets en description, le bonheur est une récompense psychologique, un dispositif de signalisation interne qui nous indique qu'un problème adaptatif a été ou est en train d'être résolu avec succès. De ce point de vue, il n'est pas difficile d'expliquer pourquoi manger rend les gens heureux. Ce comportement répond à un objectif adaptatif important, la survie. Il est tout aussi simple d'expliquer pourquoi l'accomplissement d'actes de gentillesse peut rendre les gens heureux. Parce que prendre soin de sa famille, échanger des faveurs et augmenter le statut sont également des objectifs adaptatifs importants. Le bonheur offre une récompense immédiate pour un comportement qui a des avantages à long terme. Mais pourquoi je me suis attardé sur la définition de ce terme ? Pour le comprendre, revenons à notre Medaka. Dans le chapitre 1 à la page 30, celle-ci explique que si elle est née sur cette terre, c'est pour aider de parfaits inconnus. Peu importe pour elle d'être la meilleure ou de battre des records, c'est seulement quand elle arrive à aider quelqu'un qu'elle est heureuse. Mais quel est pour Medaka l'intérêt d'aider les autres ? Étant donné qu'elle possède déjà tout, qu'a-t-elle à y gagner ? Pour comprendre le problème, revenons à notre étude. Il existe plusieurs théories sur l'origine du bonheur. Premier exemple, le kinaltruisme. Cette théorie veut que ce soit la sélection naturelle qui favorisait la bienveillance envers les parents génétiques et les membres de la famille. Étant donné que Medaka souhaite tout autant aider de parfaits inconnus, cette théorie ne justifie pas son bonheur. Deuxième exemple, le mutualisme. Cette théorie veut que la sélection naturelle favorise la tendance à coordonner, collaborer et être gentil avec ceux dont on partage un intérêt commun. Medaka possède un point commun avec une grande partie des gens qu'elle aide, elle est dans le même établissement qu'eux. Cependant, il est bon de rappeler que le mutualisme favorise la gentillesse afin que le groupe puisse mieux collaborer ensemble. Medaka aide les gens, mais n'attend pas ce qu'on l'aide personnellement. C'est une action purement désintéressée qui a uniquement pour but d'aider son prochain sans rien attendre en retour. Troisième exemple, l'altruisme réciproque. C'est être altruiste avec les autres pour rendre l'appareil plus tard. Ça rejoint le mutualisme, Medaka n'a rien à y gagner car elle n'attend rien de ceux qu'elle aide. Dernier exemple, l'altruisme compétitif. Les gens seront gentils avec les autres quand cela améliorera leur statut. Medaka est cependant déjà au sommet de sa popularité. Elle n'a rien à prouver à personne car rien ne peut la surpasser. En résumé, elle n'a rien à gagner à être gentille de par le simple fait que son statut est au plus haut. Commencez-vous à voir le problème. Medaka aide les gens pour soi-disant être heureuse, mais rien ne justifie que ses actions puissent en être capables. C'est avec cet état d'esprit qu'elle va évoluer pendant une bonne partie de l'œuvre. On peut constater l'énorme impact qu'ont eu les paroles de Zenkichi enfant sur la mentalité de Medaka, mais ce ne sont pas seulement ces paroles qui ont poussé celle-ci à vouloir aider les autres. Comme elle le dit elle-même dans le premier chapitre, c'est uniquement parce que Zenkichi est à ses côtés qu'elle est capable d'aider les gens. Ironie de la chose, c'est qu'il ne sait lui-même pas quel genre de bonheur elle peut en tirer. Bon, résumons le problème. Depuis sa rencontre avec Zenkichi, Medaka a pour but dans sa vie de venir en aide aux autres. Si elle en est capable, c'est parce qu'il est à ses côtés. En parallèle, Zenkichi ne comprend pas pourquoi elle est heureuse d'aider les gens. Celui-ci constitue l'origine et le ciment du but de la vie de Medaka, alors qu'il ne comprend même pas quel genre de bonheur elle peut en tirer. Elle ne fait que suivre les paroles de quelqu'un qui n'est lui-même pas convaincu de ce qu'il a dit. Pour donner un exemple de comparaison, c'est comme si une personne A racontait un mensonge dont il n'était lui-même pas convaincu, et qu'une personne B faisait de ce mensonge sa raison de vivre. En plus de ça, elle en rajoute une couche en étant persuadée qu'elle est née pour cet objectif. Pourtant, on peut constater lors de l'arc de la classe 13 que ce n'est pas la personnalité de Medaka qui la pousse à aider les autres. La preuve, lorsqu'elle a perdu la mémoire, son but d'aider autrui a disparu. Parce qu'elle n'est pas née pour aider les gens, elle se l'est juste persuadée après sa rencontre avec Zenkichi. Kurokami Medaka, alors présentée comme un monstre d'intelligence, de charisme et de puissance, est en réalité tout à fait banale et crédule quant à sa psychologie existentielle. Elle ne fait que se voiler la face sur sa situation, en se persuadant que son but vide de sens la rendra heureuse. Comme expliqué précédemment, le bonheur offre une récompense immédiate pour un comportement qui a des avantages à long terme. C'est un mécanisme de la psyché humaine afin de mieux survivre à son environnement. Maintenant, enlever à Medaka toute notion de récompense du fait qu'elle n'a aucun avantage à aider les autres, considérer ensuite que bien qu'elle n'ait rien à y gagner, elle continue à penser qu'aider les autres crée son bonheur, et pour finir, rajouter à ça le fait que l'origine de son objectif, Zenkichi,
constitue son motif d'action alors que lui-même n'est pas convaincu de son utilité. Vous obtiendrez comme résultat une belle mascarade, une parfaite impostrice qui fonde son but et son soi-disant bonheur sur du vide, en s'auto-persuadant que c'est pour cette raison qu'elle est née. Comme quoi, Nishio-shin tient particulièrement à cœur cette façon qu'ont les autres de gérer les choses et de comprendre le problème sous-jacent derrière. C'est d'ailleurs pour une de ces raisons que j'aime autant son travail. Il explore et exploite dans ses créations la psychologie humaine avec une habileté redoutable. Parenthèse à part, maintenant qu'on a plus ou moins cerné le problème de son but, peut-être faudrait-il se pencher sur les raisons qui font qu'elle a continué à le poursuivre. Même si le but de Medaka n'a aucune raison de la rendre heureuse, ce n'est pas pour autant qu'il lui est inutile. Lors du combat confrontant cette dernière à Unzen, celui-ci pointera du doigt quelque chose d'extrêmement intéressant. Selon lui, les capacités hors du commun de Medaka l'isolent de tous les autres êtres humains. Elle n'est en fait qu'un monstre qui se convainc d'être né pour le bien d'autrui, afin qu'on ne la laisse pas seule. En réfléchissant un peu à sa phrase, on peut se rendre compte qu'il a raison. Rappelez-vous, dans la partie 2, je disais que Medaka tenait tout autant à ses amis qu'à ses ennemis. Si elle tient autant à ses ennemis, c'est peut-être parce qu'elle veut être en compagnie de gens qui la comprennent. Comme nous l'avons vu auparavant, ses capacités l'ont dès son plus jeune âge isolée des autres. Pouvant anéantir les efforts d'une personne en un instant grâce à ses capacités cognitives hors du commun, elle commencera à tenter de vivre sa vie en copiant celle des autres par peur d'être isolée. Son bonheur qui serait selon elle provoqué par le fait d'aider les autres est en fait totalement faux. Quand elle dit être heureuse d'aider ses ennemis, elle est en fait heureuse d'avoir des adversaires plus forts qu'elle, c'est-à-dire des personnes qui peuvent la comprendre et la combattre. Le problème, c'est que même les autres anormaux ne peuvent pas totalement comprendre Medaka. La cause étant que contrairement à elle, les anormaux, les négatifs ou même les inégaux manquent d'une chose. Ça me fait arriver à la partie suivante. Partie 4. Medaka ou la monstruosité de la perfection. La normalité de Medaka, The End, lui permet de copier et utiliser les pouvoirs des autres à 120% de leur potentiel. En gros, elle peut rendre parfait tout ce qu'elle copie. Sa nature même est donc de rendre parfaites les choses. Pour comprendre le problème sous-jacent, il va d'abord falloir mettre au clair ce que sont les pouvoirs, ainsi que leurs origines. Selon Nase, une infirmité est déterminée par l'environnement et la situation dans laquelle une personne évolue, tandis que la normalité est une chose acquise dès la naissance. Si les infirmités sont liées au mental de leur possesseur, qu'en est-il des anormalités ? Au départ, j'avais pour théorie que la personnalité d'une personne était à l'origine de son anormalité, mais je pense que je me trompais. Certes, il y a bien un lien entre la personnalité et la normalité, mais il faut faire la distinction entre les deux. Dans l'arc de la classe 13, nous apprenons que la personnalité de Medaka qui a pu maîtriser son anormalité est née de la mémoire de sa rencontre avec Zenkichi. Si sa personnalité capable de maîtriser son pouvoir est remplacée par une autre personnalité, alors la normalité de Medaka prendra le dessus sur le reste, elle souhaitera atteindre la version parfaite d'elle-même. Comme nous pouvons le constater, même si les deux éléments sont étroitement liés, la personnalité n'est pas à l'origine de la normalité. Mais si la personnalité n'a rien à voir là-dedans, qu'est-ce qui fait qu'une personne est anormale ? Pour répondre à cette question, il faut se pencher sur l'épilogue de l'œuvre, et plus particulièrement sur la disparition des pouvoirs des personnages une fois passés à l'âge adulte. Medaka, alors âgé de 26 ans, deviendra bien plus calme. Sa soif de combat ainsi que son agressivité se calmeront. Depuis lors, sa tendance à intimider l'entourage, sa témérité, sa puissance bestiale mais plus généralement tout ce qu'elle a pu assimiler avec son pouvoir The End disparaîtra. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'elle attirera les animaux au lieu de les faire fuir, tout simplement parce que sa puissance écrasante aura disparu. Comme le dit Zenkichi, c'est comme si les pouvoirs n'avaient en réalité qu'été une magie seulement accessible aux enfants durant leur adolescence. À travers la présence ainsi que la disparition des pouvoirs, quel est le message qu'on essaye de nous faire passer? Qu'est-ce qu'ils représentent vraiment? Autant cette vidéo était déjà très subjective, autant ça va l'être encore plus dans cette partie, donc prenez ce que je dis avec des pincettes. Ceux qui affirment que les enfants prodiges redeviennent tous des gens normaux à l'âge adulte n'avaient peut-être pas tort. Sans effort, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas obtenir, tandis que l'opulence peut vous faire perdre beaucoup. Voilà la phrase qui sert de conclusion à la signification des pouvoirs. Les enfants prodiges sont des enfants plus doués et plus performants que les autres. C'est une définition qui correspond plutôt bien à la jeunesse de Medaka. Est-ce que les pouvoirs seraient alors la représentation visuelle de la prodigalité de certains enfants? Peut-être bien. Selon moi, les pouvoirs dans Medaka Box représentent une métaphore de l'évolution d'un enfant et adolescent qui se cherche. C'est lorsqu'il trouve sa propre façon de vivre une fois passé à l'âge adulte que son pouvoir disparaît. Mais alors, quelle est la différence entre l'évolution d'une prodige comme Medaka et un enfant qu'on pourrait qualifier de normal? Rappelez-vous, l'une des particularités de son pouvoir, c'est sa capacité à copier les autres. Que ça soit une infirmité, une anormalité ou même une capacité athlétique, elle est capable de tout s'accaparer. En copiant les autres, Medaka ne possède pas sa propre façon de vivre, parce qu'elle ne fait pas que copier une capacité physique,
elle copie l'identité d'une personne. Du fait de ses capacités extraordinaires, sa peur d'être différente des autres et d'être isolée l'ont poussé à s'adapter à son environnement en copiant ceux qui l'entourent. C'est seulement après avoir trouvé sa propre façon de vivre une fois passé à l'âge adulte que son pouvoir disparaîtra. D'ailleurs, il est intéressant de noter que les seules choses qu'elle n'arrivait pas à copier étaient les styles. Parce qu'un style n'est pas un pouvoir associé à un mode de vie, c'est un pouvoir artificiel créé spécialement pour contrer les anormalités. Pour résumer, je pense que la capacité de Medaka à pouvoir copier les autres reflète sa peur d'être isolée à cause de son caractère exceptionnel. Mais cette capacité n'est que l'une des facettes de son pouvoir. Le plus problématique, c'est sa capacité à pousser à la perfection ce qu'elle copie. Mais en quoi la perfection serait un problème ? Cet extrait que je viens de vous montrer représente ce qu'est la perfection, des ténèbres profondes qui enveloppent tout et qui vous attirent vers un vide infini et obscur. La perfection n'est pas humaine, c'est pour cette raison que Medaka se considère comme un monstre. Avec son pouvoir, elle perd tout côté imparfait et perd donc son humanité. Mais pourquoi arrive-t-elle à tout porter à la perfection ? Peut-être parce que la perfection est une métaphore de l'enfant prodige qu'elle représente, tellement intelligente qu'elle est capable d'imiter parfaitement les choses, et même au-delà, aussi capable de les surpasser. Cette perfection qu'elle incarne est cependant plus nuisible qu'avantageuse, parce qu'un être humain n'est jamais complet sans son côté imparfait. Medaka est donc avec son pouvoir incomplète, et ne pourra devenir le contraire qu'en trouvant sa propre façon de vivre. C'est d'ailleurs selon moi pour cette raison que son pouvoir se nomme The End, parce qu'en étant parfaite, Medaka a atteint un plafond qui fait qu'elle ne peut plus évoluer. Cette perfection n'est donc pas une finalité, mais bien un obstacle. La façon dont elle joue de la musique est justement un excellent exemple de cette limite. Son jeu parfait fait que sa musique est sans émotion, parce que c'est la dose d'imprécision, et donc d'imperfection, qui donne de l'authenticité à la musique. À l'image de son pouvoir, son jeu manque d'humanité. C'est donc en possédant un côté imparfait qu'elle pourra continuer à évoluer tout au long de sa vie. La dernière phrase que prononce Zenkichi à propos des pouvoirs prend alors tout son sens. C'est en ayant la possibilité de faire des efforts que Medaka pourra être épanouie. L'opulence qui pouvait lui faire perdre beaucoup, c'était sa perfection qui l'empêchait de tracer son propre chemin. Nous avons maintenant un bon aperçu du, ou plutôt des problèmes de Medaka. Avec tous les éléments que j'ai mentionnés jusque-là, on peut très facilement conclure que sa façon de faire est mauvaise. Comment va-t-elle pouvoir changer cette façon de vivre? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans la prochaine partie. Partie 5. Medaka et Zenkichi, une relation ne se basant que sur du vide. À travers les précédentes parties, nous avons pu comprendre qu'il existe un fossé entre Medaka et les personnes ordinaires. C'est justement l'un des principaux thèmes de Medaka Box. On avait par exemple déjà cité le cas de la jeune Medaka, qui avait fait fuir les scientifiques de par sa capacité à balayer tous leurs efforts en un instant. Mais on peut aussi prendre pour exemple le père de Zenkichi, qui tomba amoureux de sa femme grâce à son caractère exceptionnel. Ce même caractère qui provoquera par la suite l'origine de sa fuite. Se sentir banal face à des personnes prodigieuses provoque la fuite des personnes normales. Mais alors, pourquoi Zenkichi ne s'est-il pas enfui face à Medaka? Et pareillement, pourquoi Medaka est-elle attachée à lui? Zenkichi rêve de pouvoir protéger Medaka. C'est le seul qui tient vraiment à le faire malgré le fait qu'elle n'en ait pas besoin dû à sa puissance écrasante. Il n'est cependant pas dupe, il sait très bien qu'elle n'a besoin de personne pour ça. Dans le volume 15, il prendra conscience de son amour envers elle, et comprendra que c'est pour cette raison qu'il a toujours fait une quantité énorme d'efforts désintéressés afin de la soutenir. Cependant, Medaka n'a jamais rien fait pour lui. Au contraire, elle prêtait même main forte à ses ennemis, comme si la loyauté et les sacrifices de Zenkichi étaient naturels. Elle n'a en réalité jamais eu besoin de lui. La seule valeur qu'il avait à ses yeux, c'était sa rareté. Quelqu'un d'assez extravagant pour essayer de protéger une personne qui n'a pas besoin de protection. En tout cas, c'est ce que nous dit Anchinin. Pourtant, on voit que Medaka se préoccupe vraiment de Zenkichi et en est amoureuse. Elle est souvent jalouse de sa popularité auprès des autres filles comme Nabeshima ou Shiranui. Les deux sont réciproquement amoureux, mais ce n'est pas le fer de lance de leur relation. C'est aussi ça que je trouve intéressant dans l'œuvre. L'amour n'est pas la solution miracle pour régler tous les problèmes, ce n'est qu'une extension de la complémentarité entre deux personnes. Zenkichi et Medaka sont amoureux tout en étant opposés. C'est parce qu'ils se comprennent qu'ils sont capables à la fois d'une telle entente et mésentente. Cependant, cet amour a beau être sincère, leur relation est problématique. Le problème est le suivant. Tandis que Medaka suit l'objectif vide de sens que lui a donné Zenkichi, ce dernier a lui aussi formulé une promesse vide de sens pour rester auprès d'elle. Comme le titre de cette partie le laisse entendre, leur relation ne se base que sur du vide. C'est parce qu'il s'est rendu compte que leur relation ne pouvait pas fonctionner qu'il a dans la suite de l'œuvre décidé de devenir son ennemi. Comme mentionné auparavant, celle-ci porte plus attention à ses ennemis qu'à ses alliés. Ainsi, en devenant son ennemi, Zenkichi pourra continuer à se tenir auprès d'elle.
Afin de réellement gagner contre son adversaire, il devra gagner dans sa discipline, c'est-à-dire qu'il devra réussir à prendre sa place de président du conseil. Pour mettre fin à son règne, il va falloir qu'il fasse comprendre à Medaka que sa façon de faire est mauvaise. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans la prochaine partie. Partie 6. La fin d'une illusion. Avec tous les problèmes que j'ai énumérés jusque-là, même quelqu'un qui ne connaît pas l'œuvre doit se douter que la situation de Medaka ne pouvait pas durer. C'est justement dans cette bataille des élections qu'elle va finir par changer. Si je me suis autant tardé sur le problème de son objectif dans la partie 3, c'est parce que c'est lui qui va être l'origine de sa chute. Je pense cependant qu'il faut faire une distinction entre le problème de son objectif et de son application. Certes, son but ne lui permettra pas d'être heureuse, mais en quoi cet objectif est-il pénalisant pour les autres? Pour le comprendre, un peu de contexte. Lors de son discours pour devenir président, Zenkichi mettra tous les élèves face à leurs responsabilités. Pardon? Que ce soit la charge des guerres contre le projet Flasque et les négatifs, ou les demandes en tout genre pour qu'on leur vienne en aide, les élèves ont placé l'intégralité de leurs problèmes sur le dos de Medaka. Ils ont compté sur plus fort qu'eux en profitant de sa gentillesse et de sa puissance. Les véritables ennemis de cette dernière, c'était en fait eux, ceux qui profitaient d'elle. Pour Medaka, aider les autres s'apparente à une longue et amusante bataille, ce qui veut dire qu'elle s'est toujours battue contre ceux lui ayant demandé de l'aide. Afin de battre les élèves du lycée Hakoniwa, celle-ci devait être parfaite, même si cela devait impliquer qu'elle ait tort. C'est à cause de ça qu'elle possédait une façon dangereuse de vivre, parce qu'elle devait toujours se battre pour et en même temps contre les autres. Ce qu'il a fallu changer, ce n'était pas elle, mais son entourage. Que chacun s'occupe de soi-même, que chacun prenne lui-même les décisions qui importent pour lui. Au travers du discours de Zenkichi, je pense qu'on peut distinguer un message important. Si Medaka a eu tort d'appliquer son objectif aux autres, c'est parce que les personnes qu'elle aidait ne réglaient pas leurs problèmes eux-mêmes, ils n'ont fait que se reposer sur plus fort qu'eux. Dans la partie 2, je vous avais fait part de l'ignorance de l'héroïne à propos de choses pourtant banales, et j'avais dit que j'allais y revenir. Si Medaka n'a jamais eu la chance de connaître les choses simples, c'est parce qu'elle a toujours été occupée à aider les autres, au détriment de son propre bien-être. Tout le monde s'est focalisé sur son génie et son anormalité, sans chercher à comprendre ce qu'elle ressentait. En la traitant de manière différente des autres, elle s'est retrouvée de plus en plus isolée. Ce que j'essaye de dire par là, c'est que l'objectif de Medaka a freiné son épanouissement personnel, en plus de l'avoir isolée des autres. C'est donc ceux qu'elle voulait aider qui lui ont empêché de vivre une vie normale. En plus de freiner son épanouissement, cela les a eux aussi empêchés d'évoluer. Parce qu'on ne peut évoluer que lorsque nous essayons nous-mêmes de régler nos problèmes. En mettant toutes les responsabilités sur le dos de Medaka, les élèves se sont déresponsabilisés et se sont alors privés eux-mêmes de leur liberté. Unzen, 15 volumes auparavant, prévenait d'ailleurs déjà Medaka que ses actes n'apporteraient que du malheur aux gens normaux. On en revient au point que j'avais mentionné dans la première partie, lorsque je parlais de la fuite des scientifiques. Même si l'origine du problème est différente, le message qu'on essaye de nous faire passer est le même. Régler un problème est certes important, mais c'est les efforts qu'on fait pour le réaliser qui le sont le plus. En se détachant de la solution facile que pourrait procurer Medaka, les élèves vont enfin avoir la possibilité d'avancer par eux-mêmes, et donc pouvoir grandir. Si vous avez déjà regardé les Monogatari, ça doit probablement vous rappeler une certaine phrase d'Oshino. Je ne peux pas te sauver, tu dois te sauver toi-même. Dans les deux cas, Nishiyoshin cherche à nous faire comprendre qu'il faut avancer par soi-même pour régler nos problèmes, et ainsi évoluer. Les élèves se sont donc rendus compte qu'ils étaient bien trop dépendants d'elle en lui déléguant trop de choses. Ils ont enfin compris à quel point elle l'utilisait comme une esclave. C'est pour l'une de ces raisons qu'elle a perdu à l'élection. Medaka ne comprend pas qu'être irréprochable est une faute. À force d'avoir toujours trop raison, elle a fini par ne plus comprendre le cœur des gens. De plus, son choix de s'écarter de Zenkichi pour aider plus de monde a fait que le seul élément qui la reliait à un semblant d'humanité a disparu. Parce que oui, c'est lui qui faisait office de limiteur à Medaka. On a pu le voir à plusieurs reprises dans l'œuvre, quand par exemple il l'a empêché de tuer Unzen, ou encore quand il a stoppé la reprise du projet Flasque après son lavage de cerveau. Il était celui qui l'empêchait de devenir un monstre, en la remettant toujours dans le droit chemin. En devenant seule, Medaka est devenue si forte que même les humains commençaient à ne plus vouloir l'approcher. Ils se sont rendus compte qu'elle était détachée de ce monde, et qu'elle était devenue bien trop forte pour pouvoir diriger les autres. Si elle est devenue, c'est parce que son objectif d'aider les autres l'a poussée à devenir parfaite. Et comme nous l'avons vu auparavant, la perfection n'est pas humaine. C'est donc pour libérer Medaka que les élèves ont voté pour Zenkichi. Cependant, elle qui n'a jamais aidé personne dans l'attente de recevoir le moindre remerciement, ni la moindre preuve de reconnaissance, ressent cette défaite comme un rejet de sa personne de la part des humains qu'elle adore. Plus qu'une défaite, elle vient de se voir réfuter tout ce dont en quoi elle avait voué sa vie. Le plus dur pour elle, c'est que celui étant à l'origine de ce retour à la réalité n'est d'autre que l'instigateur de son but, Zenkichi. Comme il le dit lui-même, le seul et unique fautif dans l'histoire, c'est lui. Medaka ayant perdu à ce moment-là toute raison de vivre, c'est encore une fois lui qui la guidera en lui disant que personne ne pouvait lui dire dans quel but elle était née, et qu'elle était la seule à pouvoir trouver la réponse à cette question. Medaka, maintenant détachée de sa croyance, va enfin pouvoir chercher par elle-même son véritable objectif. Elle qui avait désespérément suivi les paroles dictées par quelqu'un d'autre, va enfin pouvoir tracer son propre chemin. C'est ainsi que les véritables connaissances se créent.
Pour connaître quelque chose, il faut savoir se détacher de ce que l'on croit. En l'occurrence, Medaka tenait son objectif comme une croyance, de par le fait qu'elle ne remettait pas en question son objectif dicté par un autre. Nous avions vu que celui-ci lui permettait d'apaiser sa peur d'être née sans aucune raison. Elle pensait de plus que cela lui permettrait de ne pas être isolée des autres. Lors de sa défaite à l'élection, Zenkichi cassera toutes les peurs qui ont poussé Medaka à poursuivre son objectif. En disant que personne ne la considérait comme une inconnue, sa peur d'être isolée de par son caractère exceptionnel s'estompa. En disant que personne d'autre qu'elle ne pouvait dire la raison pour laquelle elle était née, elle a pu comprendre qu'un objectif n'est pas quelque chose qu'on peut obtenir à travers les paroles d'un autre, et que cela doit se gagner à travers le vécu d'une multitude d'expériences. Une fois de plus, on peut constater que c'est toujours Zenkichi qui est l'origine de chaque tournant de la vie de Medaka. Je me suis alors posé une question. Quel est le message derrière tout ça? Medaka a toujours été présentée comme un monstre, de par ses actions et sa façon d'agir pour les autres. Afin d'accomplir son but, elle est devenue une bête sous forme humaine. Comme il y mentionnait un peu plus tôt, Zenkichi était la seule personne qui retenait Medaka de devenir un vrai monstre. On peut alors comprendre pourquoi il est aussi important pour elle. Étant une personne banale sans aucun pouvoir, Zenkichi incarnait l'humanité que Medaka avait perdue. Alors que tout le monde dépendait de Medaka, elle dépendait de Zenkichi. Ce que je pense être le sens derrière ce message, c'est qu'une personne, peu importe son caractère exceptionnel, ne peut être complète sans les autres. La personne banale qu'est Zenkichi fait office de guide pour la personne exceptionnelle qu'est Medaka, mais le contraire est aussi valide. Medaka sert d'objectif à atteindre pour celui-ci. C'est peut-être ça la véritable solution pour créer un humain parfait comme le veut le projet Flask. Un humain ne peut pas se suffire à lui-même, il doit peut-être se compléter avec les autres. J'approfondirai un peu plus le sujet dans la partie 8. L'illusion que poursuivait Medaka ayant pris fin, celle-ci va devoir à présent trouver elle-même la raison pour laquelle elle est née. Mais avant de voir comment elle va s'y prendre, j'aimerais faire un petit détour sur un parallèle que je trouve intéressant. Partie 7. Le parallèle entre une mère et une fille. Lors de sa mort contre Shishime Ihiko, Medaka rencontrera et discutera avec sa mère, Hato Tsurubami. On apprendra que celle-ci était très similaire à sa fille dans son rapport aux autres. Elle pensait que vaincre les mauvaises volontés permettrait de motiver les autres à la suivre, et voulait que tout le monde soit au même niveau qu'elle. C'est cependant l'effet inverse qui se produisait. Tout le monde avançait dans la direction opposée à elle. Ce n'était pas sa vocation à vouloir travailler pour le bien des gens qui en était la cause, c'était ses idéaux. En réalité, personne n'a jamais été motivé à brandir les mêmes idéaux qu'elle. Les gens croyaient que ses intentions étaient égoïstes ainsi que mauvaises. C'est pourtant ce caractère qu'on qualifiait de mauvais qui lui a permis de sauver un grand nombre de patients. Pour citer sa comparaison, les guerres qui ont fait un grand nombre de victimes ont pourtant permis de faire tourner à grands pas l'économie, de créer des emplois, de faire avancer de façon significative les sciences et la médecine. Selon elle, les bonnes intentions font du mal aux gens, alors que les mauvaises les sauvent. Peu importe les idéaux qu'on peut mettre en avant, rien ne changera. Les personnes qu'elle sauvera pourront très bien devenir des tueurs, tandis que d'autres qu'elle a tués auraient pu devenir des assassins. Medaka s'est elle aussi retrouvée dans le même cas de figure que sa mère. Elle, qui était pleine de bonnes intentions en axant son but sur l'aide à autrui, s'est finalement vue rejetée par ces mêmes personnes qu'elle a voulu aider. Elle pensait que pour résoudre les différents problèmes des gens, il fallait que ceux étant à l'origine du problème soient au même niveau qu'elle. Sa façon d'imposer ses idéaux et de pousser les autres à se surpasser avait beau partir d'une bonne intention, ces bonnes intentions faisaient du mal aux gens. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est qu'être irréprochable était une faute. À force d'avoir toujours trop raison, elle avait fini comme sa mère par ne plus comprendre le cœur de ceux qu'elle voulait aider. À travers ce parallèle, Nishoshin essaie selon moi de nous faire comprendre qu'il est inutile d'imposer ses idéaux aux autres. Il faut que chacun trouve sa voie par soi-même afin d'être véritablement heureux. Ça peut sembler simple et niais, mais réfléchissons-y 2 secondes. Peut-on vraiment se considérer comme libre et heureux si nous ne possédons pas notre propre identité, nos propres idéaux? Si vos croyances et vos actions sont dictées par les intentions d'un autre, pouvez-vous vraiment clamer haut et fort que vous êtes vous-même? L'inverse est tout aussi valide. Si vous essayez d'imposer vos idéaux aux autres, ne serait-ce pas pour essayer de vous convaincre vous-même que ceux-ci sont justes? Au fond, comme le dit Hato, que ce soit pour une bonne ou une mauvaise intention, imposer ses idéaux ne changera rien. Pourquoi? Parce qu'un idéal est quelque chose que chacun trouve et garde pour lui-même. Ce n'est pas quelque chose qui peut être imposé. Grâce à Zenkichi, Medaka a pu le comprendre, et c'est justement ce qui lui permettra de renaître sous un jour nouveau. Ce sera le thème de la prochaine et dernière partie. Partie 8. La nouvelle Medaka. C'est après avoir été libérée de son fardeau de présidente que Medaka devint bien plus heureuse. Elle était enfin libre de faire ce qu'elle veut et n'avait plus aucune obligation envers les autres. Grâce à Zenkichi, elle a enfin pu comprendre qu'avant de connaître le bonheur, il fallait déjà être libre. Ainsi, pour la première fois depuis sa naissance, elle a pu lors de l'arc de la cérémonie noire se battre pour elle-même. Lors du parallèle entre Medaka et sa mère, il y a une partie que j'ai volontairement omise, c'est la différence de point de vue entre les deux personnages. Hato, après avoir respecté ses idéaux toute sa vie, avait fini par être détruite par ceux-ci. C'est pour cette raison qu'elle avait conseillé à sa fille d'apprendre à changer de direction, à changer d'idéaux. Medaka ne connaît cependant pas autant le monde que sa mère, il lui est donc pour l'instant impossible de parvenir à la même conclusion qu'elle.
Alors qu'au départ, elle pensait qu'elle était venue au monde pour pouvoir rendre service aux autres, elle comprit enfin qu'elle n'était, en réalité, née pour aucun but en particulier. Mais même si elle a perdu ses intentions ainsi que ses convictions, il y a une chose qui n'a pourtant pas changé. Elle a toujours admiré les gens qu'elle a vus et connus. En résumé, elle adore les humains. Tant qu'elle aura ce sentiment, au lieu, comme sa mère, de décrire le monde, elle continuera à vivre dedans pour voir où il ira. C'est avec cette réponse qu'elle exprimera pour la première fois sa nouvelle façon de vivre. À travers la rencontre avec sa mère, nous pouvons constater l'évolution qu'a eu le personnage jusqu'à maintenant. Même si Medaka est capable de faire ce qu'elle veut, elle s'est rendue compte qu'elle n'aimait pas faire les choses seule. Alors qu'avant, elle vivait pour rendre service aux gens quitte à devenir un monstre, elle a plutôt décidé de vivre avec eux en tant que simple humaine. Ce point peut être l'un des thèmes les plus importants du personnage, mais aussi de l'œuvre en général. Pour l'expliquer plus en détail, il faut se rappeler de la fin du manga, juste avant l'ellipse. Résumons vite fait. Lors de la cérémonie de remise des diplômes des terminales, on apprend que si Medaka a continué ses études alors qu'elle n'en avait pas du tout besoin, c'était pour apprendre le résultat de 1+1. Elle est venue pour rencontrer des gens, les aimer, apprendre et se confronter à eux. En résumé, elle est venue au lycée pour être complète et ne plus être seule. Cela rejoint tous les points que j'ai mentionnés précédemment. Ce qu'on essaye de nous dire à travers le personnage de Kurokami Medaka, c'est que peu importe à quel point nous pouvons être exceptionnels, une personne ne peut devenir complète qu'en compagnie d'autres personnes. Certes, son but d'aider les autres était une erreur, mais même si elle n'est en réalité née pour aucun but en particulier, son amour pour les humains n'est lui pas faux. Elle a toujours voulu être en compagnie d'autres personnes pour être complète. Ok, le message est là, mais ça ne nous dit pas pourquoi il faut être en compagnie d'autres personnes pour être complet. Essayons d'expliquer ça. Les personnes qui nous entourent influent sur notre comportement, notre façon d'être et de voir la vie. Inconsciemment, nous prenons un peu de la personnalité de chacun, ce qui finit par nous modeler sans que l'on s'en rende compte. Les autres servent donc à combler ce qui manque à une personne. En l'occurrence, qu'est-ce qui manquait à Medaka? Nous avions vu qu'en étant seule, elle était parfaite au point d'en être devenue un monstre. Ce qui lui manquait, c'était de l'erreur, et donc de l'humanité. En s'entourant d'autres personnes plus faibles, mais plus humaines qu'elle, elle a appris à vivre comme une personne normale, et ainsi pu combler son unique défaut. Nishiyoshin semble nous dire que c'est parce qu'il existe d'autres personnes sur Terre qu'un individu trouve sa raison d'être. Peu importe son caractère exceptionnel, il ne pourrait être heureux s'il est seul. Après avoir, grâce à Zenkichi, surpassé sa croyance d'être née pour les autres, et maintenant qu'elle a comblé ce qui lui manquait pour être complète, Medaka va enfin avoir les moyens de vivre sa vie comme elle l'entend. La perfection, qui était l'allégorie de l'enfant prodige qu'elle représentait, disparaîtra passé une fois l'âge adulte. Elle aura désormais la possibilité de faire des efforts, et donc, la possibilité d'être épanouie dans sa vie. Voilà comment se termine le parcours de Kurokami Medaka. Si je devais résumer en un mot ce que représente pour moi le parcours de Medaka, ce serait l'acceptation. Laissez-moi m'expliquer. Quand on fait face à une réalité douloureuse, c'est difficile et contre-intuitif de l'accepter. On résiste, on se bat, on ne veut pas vivre cette difficulté et la panoplie d'émotions déclenchées par celle-ci. Medaka a dû apprendre à accepter que sa vie n'avait aucun sens et que personne ne pouvait lui dire la raison pour laquelle elle était née. C'est une réalité que chacun de nous subit et doit admettre. La résistance face à cette situation est naturelle, c'est difficile d'endurer une situation qui nous fait souffrir. Cependant, la résistance et le combat face à cette réalité nous maintiennent dans l'inconfort et l'insatisfaction. Lorsque nous résistons à l'inévitable, nous ne faisons que vivre avec les chaînes du déni autour de nous. L'acceptation de Medaka lui permettra dans son cas d'être libre, de vivre et d'agir comme bon lui semble. Il faut tout de même faire une distinction entre l'acceptation et la résignation. Se résigner consiste à céder devant les faits et peut relever de la passivité et de la soumission. Accepter consiste quant à lui à assumer ce qu'on l'a appris, à disposer de la puissance de supporter une réalité qui ne nous convient pas pour mieux la transformer. La résignation empêche donc tout changement, alors que l'acceptation permet, elle, d'évoluer. C'est en fait peut-être ça la plus grande force de Medaka. Ce n'est pas sa puissance surhumaine, son intelligence hors norme ou même son charisme exceptionnel, c'est sa capacité à accepter la réalité d'une vie sans aucun sens, tout en continuant à chercher le bonheur afin d'être épanoui. Je suis conscient que ce sujet parlera à beaucoup de monde. Dans une époque où la survie n'est reléguée qu'au second plan, nous avons tout le temps nécessaire pour comprendre la futilité de notre existence. Bon nombre d'entre vous doivent être résignés à cette réalité et doivent se sentir déprimés ou en colère, ce que je comprends. Je n'ai pas la prétention de savoir quelle est la bonne chose à faire dans cette situation. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le personnage de Kurokami Medaka a pu surmonter cet obstacle en acceptant cette réalité, tout en continuant ensuite à chercher son bonheur. Son objectif a été remplacé par un constat, elle aime les êtres humains, et de ce constat est né le désir d'être à leur côté. C'est ainsi qu'elle continuera à vivre le restant de sa vie. Medaka, d'abord juste présentée comme un personnage parfait, est en fait bien plus que ça. Elle est vectrice de plusieurs messages forts qui, j'espère, pourront comme pour moi vous faire comprendre certaines choses, afin de mieux continuer votre vie. Dans tous les cas, j'espère que cette analyse subjective vous aura plu. C'était Shizenken, à la prochaine.